Bonjour à tous, alors j'espère que ça va toujours bien, que vous vous déconfinez mais tranquillement, hein, c'est-à-dire vous faites attention à vous quand même. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur, donc on va continuer hein, le programme sur la relativité d'Einstein. Alors vous avez sûrement déjà entendu parler de la théorie de la relativité, en plus je vous ai demandé de regarder une petite vidéo hein, qui est là au début, donc vous avez déjà débroussaillé le terrain. Alors, on va s'intéresser un petit peu dans le détail à la relativité restreinte, mais vraiment les notions de base pour que vous compreniez qu'est-ce que ça va avoir comme incidence, évidemment, et pour quel type de situation on va être obligé de tenir compte de cette relativité restreinte d'Einstein. Il existe, hein, je dis tout de suite, la théorie de la relativité générale d'Einstein, beaucoup plus complexe et beaucoup plus précise et exhaustive, mais qu'on ne verra évidemment pas cette année, et que seuls ceux qui continueront à un niveau très élevé de physique verront et sauront de quoi ça parle. Alors, nous, j'ai commencé en petite introduction, j'ai mis une affiche du film que vous avez sûrement vu, Interstellar. Donc c'est donc un astronaute hein, qui voyage dans l'espace, et il est père d'une petite fille, et quand il revient, bon je vous passe tous les détails, hein, il est plus âgé qu'elle. Elle est plus âgée que lui, pardon. Et y a plein de choses hein, scientifiquement correctes dans le film. Il y a aussi de la science-fiction qui utilise hein, la théorie de la relativité pour expliquer pourquoi, quand il revient, elle est plus âgée que lui. Comment c'est possible? Alors, donc c'est ce qu'on va essayer. On va toucher du doigt ça. Hein, on va évidemment pas expliquer le film Interstellar. Pour ceux qui seraient intéressés, hein, je dirais à la fin de la vidéo par la théorie de la relativité, y a les conférences de Roland Lehoucq, hein, je vous mettrai les liens, très très complètes, super, bien expliquées, où ça va évidemment plus loin que ce qu'on va faire là. Donc vous aviez déjà vu une vidéo de David Loapre, très, très bien cette vidéo sur On débroussaille le terrain, avec le petit QCM que vous m'avez rempli pour que je vois un petit peu ce que vous aviez compris. Autre petite chose en introduction, une phrase d'Albert Einstein lui-même. Placez votre main sur une poêle 1 minute et ça vous semble durer 1 heure. Asseyez-vous auprès d'une jolie fille 1 heure et ça vous semble durer 1 minute. C'est ça la relativité. Alors beaucoup de poésie chez Einstein. Voilà, c'est juste que le temps est relatif. Voilà ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on fait, d'avec qui on se trouve, etc., on trouve le temps plus ou moins long. Bon, en ce moment, c'est d'actualité, hein, le confinement. Il y en a qui peuvent trouver ça, trouver le temps très long, et d'autres qui arrivent à s'occuper et trouvent le temps beaucoup moins long. Voilà, voilà. Bon, alors nous, on va voir ça du côté un petit peu physique de la chose. Alors, première chose, au niveau histoire des sciences, hein, d'où vient cette théorie, pourquoi elle a émergé, pourquoi Einstein, dans son génie, a fait émerger cette théorie. Alors déjà, il y a une première étape, c'est souvent le cas en physique, hein, des théories qui sont incompatibles, et donc il faut trouver une nouvelle théorie. On le verra dans le chapitre prochain, c'est pareil avec la physique quantique. Donc il y a deux théories qui s'opposent, c'est celle de Galilée et de Maxwell, donc deux physiciens, hein, pas de la même époque, mais très importants dans leur genre. Donc avec 3 siècles d'intervalle, ils ont posé des bases différentes au niveau de la mécanique. Alors le premier, c'est Galilée. Donc qui lui, vous le connaissez, hein, je vais pas tout lire, hein, vous pouvez le lire ici, mais lui, c'est la mécanique classique évidemment, et il a introduit ce qu'on appelle le principe de la relativité de Galilée, c'est que le mouvement d'un objet et donc sa vitesse ne peuvent être définis que relativement à un référentiel. Donc ça, vous le savez depuis longtemps. Newton a repris évidemment ces thèmes-là, a repris le principe de Galilée, comme quoi, en fonction du référentiel, la vitesse d'un objet n'est pas forcément la même. Un exemple tout simple que vous avez sûrement déjà vu, quand vous êtes dans un ascenseur et que l'ascenseur monte, votre vitesse par rapport à l'ascenseur, au référentiel ascenseur, est nulle. Par contre, votre vitesse par rapport à quelqu'un qui serait à l'étage plus bas en train d'attendre l'ascenseur, évidemment, vous aurez une vitesse qui n'est pas nulle. Donc, tout dépend du référentiel dans lequel vous vous placez pour étudier la situation mécanique. Donc, Galilée, c'est ça. La vitesse des objets dépend du référentiel. En gros, c'est ça. Autre chose aussi, hein, vous l'avez vu dans la vidéo de David Loapre, c'est que quand on réalise des expériences dans deux référentiels qui sont en mouvement rectiligne uniforme l'un par rapport à l'autre, ou qui sont immobiles l'un par rapport à l'autre, les expériences sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en fonction des résultats, par exemple si je fais tomber une balle
dans le référentiel terrestre et que je fais tomber une balle sur un bateau qui est en mouvement rectiligne uniforme par rapport au référentiel terrestre, eh ben j'aurai la même chose. C'est-à-dire que si j'ai pas de vitre, que je suis dans le noir et que je fais l'expérience, les résultats seront exactement les mêmes dans ces deux référentiels. Tout ça, c'est la mécanique classique de Galilée et de Newton, acceptée jusque-là sans souci, et ça marche bien pour la majorité des situations mécaniques qu'on étudie. Deuxième théorie, c'est celle de Maxwell. Alors lui, il a travaillé beaucoup sur l'électromagnétique et il a dit que la lumière était une onde électromagnétique. Bon, ça ne doit pas vous choquer. Et il a affirmé que la vitesse de la lumière était une constante et qu'elle ne dépendait pas de la vitesse de la source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis dans le référentiel terrestre, par exemple, j'ai une lampe torche, j'allume ma lampe torche, la lumière va aller à cette vitesse-là. Parce que dans le vide et dans l'air, c'est la même valeur de la vitesse de la lumière. Et lui, il dit que si je me mets dans un train qui avance à une certaine vitesse et que je suis fixe par rapport au train et que j'allume ma lampe torche, lui, il dit que la vitesse de la lumière sera la même. D'accord? Que ça ne dépend pas de la vitesse de la source. Donc, ici, de la vitesse de ma lampe torche. Et comme la vitesse de ma lampe torche n'est pas la même dans le référentiel terrestre et dans le référentiel du train, eh bien là, il y a un souci. D'accord? Il y a un souci entre ces deux théories. Puisque d'après Galilée, il y a un problème. La vitesse de la lumière, ça ne devrait pas être la même. Puisque dans le référentiel du train et dans le référentiel terrestre, on n'a pas la même vitesse pour la lampe torche. Donc c'est un problème. Donc voilà, il y a eu un souci. Il y a deux théories qui sont incompatibles. Donc il y a un problème. Alors, pour que vous compreniez un petit peu mieux justement mon histoire de train. On prend un passager qui est assis dans un TGV et le TGV avance à 300 km/h par rapport au sol. Peut-on affirmer que le passager est immobile? Alors, à chaque fois, essayez de répondre tout seul. Mettez pause, enfin tout ça. Donc, le passager est immobile. Alors, non, on ne peut pas affirmer qu'il est immobile parce que là, il y a deux référentiels qui interviennent. Il y a le référentiel du TGV et il y a le référentiel terrestre. Le passager est immobile, oui, dans le référentiel du TGV. Mais il a une vitesse V, qui est la vitesse du train, dans le référentiel terrestre. Alors le référentiel terrestre, c'est quoi? Imaginez une vache qui regarde le train passer, elle est fixe par rapport au sol, elle verrait le passager devant elle avancer à une vitesse de 300 km/h. Bon, elle le verrait rapidement, je vous l'accorde. Donc là, c'est pourquoi cette question? C'est pour vous dire qu'évidemment, le mouvement du passager et donc sa vitesse est relatif au référentiel dans lequel vous vous trouvez. Ça, c'est Galilée Newton. Ok? Ensuite, dans le train, le passager se déplace vers l'avant à une vitesse de 5 km/h. Donc, si je fais vite fait un dessin tout moche, donc ici, on a le train. Le train, il avance à la vitesse V, donc si je fais le vecteur, la vitesse V, 300 km/h. Et dans le train, on a ce petit passager qui avance à une vitesse de 5 km/h. Je vais l'appeler VP pour vitesse passager. Voilà, on a les directions et le sens. Quelle est la vitesse du passager par rapport au train? Par rapport au train, dans le train, il avance là. Touc, touc. Si je mets quelqu'un qui est fixe dans le train, donc il est assis sur sa chaise, par rapport à cette personne-là, le passager avancera à la vitesse VP, évidemment, d'accord, donc qui est de 5 km/h. Mais par rapport à la Terre, donc j'imagine quelqu'un qui est devant, fixe par rapport à la Terre, ou une vache, et qui regarde le train passer. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on appelle la loi de composition des vitesses de Galilée. Donc ça va avec la théorie de la mécanique classique, c'est que la personne va voir, et c'est assez logique, le passager avancer à la vitesse VP plus V, la vitesse du train. Donc par rapport à la Terre, ce serait V plus VP. Alors là, je ne mets plus les flèches, c'est au niveau des valeurs. Et vu que V et VP ont la même direction et le même sens, évidemment, c'est plus ici. D'accord? Donc V plus VP, donc ce serait 300 plus 5 km/h. Il n'avancerait pas assez vite quand même dans le train. 305 km/h. J'espère que ça va. Autre exemple, même question, mais cette fois-ci, le passager, toujours mon super beau dessin, qui avance dans le train, mais dans l'autre sens pour retourner à sa place. Donc cette fois-ci, le passager,
il avance, mais dans ce sens-là. Donc avec une vitesse VP dans ce sens. Bah, quelle sera par rapport au train la vitesse du passager? Bah, VP. Donc par rapport au train, bah, c'est toujours 5 km/h. Donc VP égale 5. C'est de pire en pire l'écriture à la souris. Voilà, 5 km/h. Mais par rapport à la Terre, donc là, par rapport à quelqu'un qui est devant et qui regarde ce qui se passe, bah là, il va voir le passager. Alors bien sûr, avancer par là, hein, parce que la vitesse du train est énorme, mais ce sera comme valeur V moins VP. Donc il verra le passager avancer, alors vers la droite, hein, ça c'est obligatoire, mais à 295 km/h. C'est assez intuitif, hein, la loi de composition des vitesses. Là, on voit bien que V et VP ont des sens différents, donc bah, forcément, ça va un petit peu moins vite du coup que quand il avance dans le même sens. Bon, j'espère que ça vous va. Jusque-là, rien de spécial, c'est-à-dire que là, on utilise la mécanique classique de Galilée, un peu d'intuition, de bon sens, pas de souci. Maintenant, situation numéro 2, notre passager de tout à l'heure est toujours assis dans le TGV. Mais il regarde dans le sens contraire au sens de la marche. Alors, je vais refaire un petit dessin parce que c'est toujours mieux les petits schémas. Donc, il est assis, la personne là, touk touk, voilà. Et il regarde dans le sens inverse, c'est-à-dire que notre TGV, il va là, sa vitesse, elle est dans ce sens-là. Et il va regarder dans l'autre sens. Et il allume, ou alors là, attention au dessin de la lampe de poche, voilà. Il allume une lampe de poche. Donc, je vais dessiner la lumière comme ça. Voilà, la lumière dans ce sens-là. Pour éclairer un document, je ne veux pas le dessiner, hein, ok? Donc là, on va raisonner exactement de la même manière. On vous demande à quelle vitesse la lumière émise par la lampe se propage-t-elle par rapport au TGV? Déjà. Alors, bon, bah, on est dans l'air, d'accord? Donc, la vitesse de la lumière, c'est la vitesse de la lumière dans l'air. On est par rapport, là encore, à la personne, hein, carrément. On est dans le TGV. Donc, par rapport à lui, qui serait un référentiel fixe par rapport au TGV, donc c'est bon. Lui, par rapport à lui, à quelle vitesse va la lumière? Bah, la vitesse de la lumière, elle va à C égale 299. Alors, on va aller reprendre la valeur exacte. Hein, 299 792 458 mètres par seconde. 792 458 mètres par seconde. D'accord? Bon, jusque-là, ça ne doit pas vous poser de problème. Mais, si on reprend le raisonnement de Galilée, c'est-à-dire la loi de composition des vitesses, quelle est cette vitesse par rapport à la Terre? Donc, par rapport au train, ce serait ça. Par rapport à la Terre, bon, bah là, on applique la loi de composition de Galilée. On a donc quelqu'un qui est fixe par rapport à la Terre et qui regarde ce qui se passe. Bah, ce serait quoi la vitesse? Alors, la vitesse de la lumière, c'est là, comme ça. Je peux représenter comme ça. Pouf. Et le train, il va comme ça. Donc, ce serait V moins C. D'accord? En valeur, attention ici, absolue, puisque là, V est plus petit que C. OK? Donc, ce serait C moins V, pour avoir la valeur positive. Donc, ce serait 299 792 458 mètres par seconde, moins les 83 mètres par seconde. Bon, je ne vais pas faire le calcul, vous voyez, ça va jouer que là-dessus, que sur les derniers chiffres de la vitesse de la lumière, mais on aurait quand même une vitesse, normalement, inférieure à la vitesse de la lumière dans le vide. Si on applique les lois de composition de Galilée, pas de souci. Donc même si ça ne joue pas beaucoup, ça jouerait quand même. Alors on nous demande pourquoi cette réponse-là n'est pas compatible avec la théorie de l'électromagnétisme de Maxwell. Bah, qu'est-ce qu'on a dit? Je remonte tranquillement. Qu'est-ce qu'il a dit Maxwell? Bah, Maxwell, il a dit que la lumière était une onde électromagnétique. Ok. Mais que, à cause de sa théorie, on ne rentrera pas dans le détail, la célérité de la lumière ne dépend pas de la vitesse de la source et qu'elle mesure tout le temps dans l'air et dans le vide cette valeur-là. Donc, elle serait ce qu'on appelle invariante en fonction du référentiel. Alors, bon bah là, quel est le souci c'est que évidemment, nous, on trouve avec la loi de composition de Galilée une vitesse qui serait inférieure à C, inférieure à cette valeur qui normalement est constante. Donc, il y a un souci. Donc ça, c'est pas compatible avec la théorie de Maxwell.
Donc on arrive dans une impasse ici. Alors même si ça ne joue pas beaucoup avec la loi de composition de Galilée, ben, on est précis en physique quand même. Et donc on voit qu'on a une vitesse de la lumière qui ne serait pas la même dans le référentiel terrestre et dans le référentiel du train. Et ça, c'est pas possible d'après Maxwell. Donc, bah, du coup, il va évidemment se passer des trucs. Donc là, on arrive donc dans une impasse à cause du problème entre la théorie de Newton et de Galilée et de Newton et celle de Maxwell. Donc, ça ne va pas. Alors, il y a une deuxième étape historiquement, c'est l'expérience de Michelson et Morley. Alors, eux, ils ont fait une expérience, mais pas pour ça au départ, pas du tout. Eux, ils voulaient mesurer la vitesse de la Terre. Ils voulaient mesurer la vitesse de la Terre. Et ils utilisaient pour ça un interféromètre. D'ailleurs, on parle d'interféromètre de Michelson. C'est lui qui a fabriqué un interféromètre spécialement pour ça. Donc, interféromètre, bah, c'est quoi? C'est un appareil qui permet de faire des interférences entre des ondes. Bon, ça doit vous parler un petit peu. Alors, donc ils veulent mesurer la vitesse de la Terre avec cet interféromètre. Alors, c'est quoi l'interféromètre? Ben, on a une source de lumière ici, donc toujours cette même lumière, qui arrive ici sur un miroir semi-réfléchissant. Semi-réfléchissant, ça veut dire qu'il ne va pas tout réfléchir. D'accord? Donc, il va réfléchir une partie de la lumière qui va aller jusqu'au point B ici, sur un autre miroir. Et une autre partie va passer, puisqu'il est semi-réfléchissant, il laisse passer une partie de la lumière qui, elle, va aller se réfléchir sur un miroir au point A. Okay? Ensuite, la partie de l'onde qui s'est réfléchie sur le miroir B revient ici au point O. Et la partie de l'onde qui s'est réfléchie au point A revient en haut. Et c'est au point O, ils se retrouvent ici, et ils vont interférer, et ça va nous donner cette onde finale ici qu'on va récupérer sur un écran. D'accord? Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils pensaient eux? On ne va pas trop rentrer dans le détail, mais ils disent que si la théorie de Galilée était vraie, donc la loi de composition des vitesses, bah normalement, ici, là, sur ce bras-là de l'interféromètre, comme on est dans le sens de déplacement de la Terre, donc à la vitesse v, on devrait avoir sur ce bras-là une vitesse de l'onde qui est différente de ce bras-ci. D'accord? Parce que là, on est dans le même sens que le sens de déplacement de la Terre. Donc, on devrait avoir une vitesse plus importante. Et donc, ça devrait revenir plus vite. Cette onde-là, elle devrait revenir plus vite ici que celle-ci. Donc, normalement, en ce point-là, les deux ondes ne vont pas revenir en même temps. Et donc, on va avoir des interférences. Et en fonction, alors là, on ne rentre pas dans le détail, mais en fonction de ce qu'on récupère sur l'écran, des interférences, de l'interfrange, etc., ils pensaient pouvoir déterminer la vitesse V de la Terre. D'accord? Alors, je vous montre une petite animation. Hop, voilà. Donc, voilà ce qui se passerait ici si on n'avait pas de différence entre les deux bras au niveau de la vitesse. Regardez, la boule rouge, la boule bleue, même vitesse, elles arrivent en même temps. D'accord? Donc, pas de déphasage quand les ondes arrivent ici. Ici, c'est le cas où la vitesse, vous avez la vitesse de la lumière, de la Terre ici, qui est modélisée. D'accord? Donc, ce référentiel, enfin, ça bougerait. Et donc, au niveau de la boule bleue, hop, on viendrait après. Et donc, ici, on aurait un déphasage. Je crois que j'ai fait une bêtise tout à l'heure, j'ai dit que ça reviendrait avant. Je me suis trompée. Hop, voilà. On a un déphasage ici, et donc on aurait des interférences différentes de celles qui existeraient ici si on n'avait pas de déphasage. Donc ça, c'était l'espoir de Michelson et Morley, c'est que grâce au déphasage qu'ils allaient récupérer ici, d'accord, et aux interférences qu'ils allaient récupérer ici, pouvoir déterminer la vitesse de la Terre. Bon, et bien ça n'a pas marché. Alors comme souvent, une expérience pour montrer quelque chose échoue, mais permet de prouver autre chose. Et ça, c'est super fort. Donc là, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que, enfin, ça n'a pas marché. Ça n'a pas eu le résultat attendu. C'est-à-dire qu'ils ont beau recommencer, parce que souvent, il faut recommencer une expérience. On ne sait pas si les conditions étaient les bonnes. Ils ont renouvelé, amélioré, fait tout ce que vous voulez. Mais à chaque fois, ils récupèrent les ondes ici sans déphasage. C'est-à-dire en phase. Exactement. Donc, il n'y a pas de différence entre la vitesse de l'onde sur ce bras-là et la vitesse de l'onde sur ce bras-là. Donc, pour eux, c'est un échec, mais pour la physique, ça n'est pas du tout un échec. Parce que qu'est-ce que ça voulait dire? Bah, ça voulait dire que la vitesse de la lumière, bah, c'était la même sur ce bras-là et sur ce bras-là. C'est-à-dire qu'on ne tenait pas compte de la vitesse de la Terre ici.
Donc c'est quand même assez puissant ce résultat-là. Donc ça a permis l'émergence forcément d'une autre théorie et d'Einstein qui entre en jeu ici, hein, qui lui il postule que la célérité de la lumière dans le vide est la même dans tous les référentiels galiléens. Alors postuler, c'est ce qu'il met, hein, enfin c'est ce que j'ai mis ici, c'est qu'il affirme sans démontrer. Donc c'est-à-dire que il dit que c'est ça, mais on n'a pas de preuve de la vérité, si ce n'est l'expérience de Michelson et Morley qui nous dit que ça ne change pas en fonction du référentiel, mais voilà, on n'a pas de preuve certaine que c'est le cas, mais bon, il postule que la vitesse de la lumière est invariante. Donc là, je vous demandais, montrer que le postulat d'Einstein permet d'interpréter le résultat de l'expérience de Michelson et Morley. C'est ce que je viens de vous expliquer. Si la vitesse de la lumière est la même tout le temps, dans tous les référentiels galiléens, on ne tiendra pas compte du coup de la vitesse de la Terre sur le bras OA ici. Voilà. Il n'y aura pas de loi de composition des vitesses. Et donc, sur les deux bras, on a la même vitesse. Donc les deux ondes interfèrent et sont en phase ici. Il n'y a pas de déphasage. Si on tient compte de ce postulat d'Einstein, qui d'ailleurs rejoint ce que Maxwell disait à partir de sa théorie. Alors aujourd'hui, le postulat d'Einstein, il est admis, évidemment, toujours. Aucune expérience n'est jamais venue remettre en question. Alors, il y a eu un moment, hein, il y a quelques années, ils ont cru, en faisant une expérience, que oh là là, il y a quelque chose qui va plus vite que la lumière, on arrive à avoir autre chose. Or, ça a été démenti, l'expérience avait posé problème. Donc, pour l'instant, aucune expérience n'est venue remettre en question l'invariance de la vitesse de la lumière dans tous les référentiels. Donc, est-ce que l'électromagnétisme, à votre avis, de Maxwell ou la mécanique de Galilée, a-t-elle été, laquelle des deux théories a été corrigée du coup, puisque ça posait problème? Évidemment, c'est pas Maxwell, puisque Maxwell, lui, il disait que pour sa théorie, il fallait que la vitesse de la lumière soit invariante, donc ça c'est bon. Mais par contre, la mécanique de Galilée, il a fallu la corriger. Alors la corriger dans certaines situations, c'est-à-dire que la mécanique de Galilée puis de Newton, hein, ça fonctionne bien pour plein de situations, mais pour certaines situations qui font intervenir la lumière, évidemment, ou des ondes à grande vitesse, il a fallu corriger cette théorie-là. Et c'est là qu'Einstein intervient. Alors, du coup, on y va avec la relativité restreinte, donc la théorie d'Einstein et ses conséquences du coup. Alors, au niveau des postulats, donc ce qui a été affirmé, sans preuve, d'accord, pour la relativité d'Einstein, donc la relativité restreinte. Alors, pour vous dire simplement, hein, ce qu'il va falloir retenir ici, c'est que on va garder le principe de relativité de Galilée, mais qu'on va étendre à toutes les lois de la physique. C'est-à-dire que dans deux référentiels galiléens, toutes les lois de la physique, y compris les lois de l'électromagnétisme, seront les mêmes, seront valables. Mais ce qui est important pour vous, et c'est ça vraiment qu'il va falloir retenir, c'est que le postulat le plus important, c'est que la vitesse de propagation de la lumière dans le vide est indépendante du mouvement de la source lumineuse et donc est invariante. C'est-à-dire que c'est une constante, ne change pas quand on change de référentiel. Et dans tout changement de référentiel, en fait, la vitesse de la lumière, elle, va garder la même valeur, donc va être invariante. C'est ça le plus important. Alors, les conséquences de ça, c'est que, c'est ce que vous avez appris depuis longtemps, c'est que la vitesse de la lumière est une vitesse limite. Il n'y a rien qui va plus vite que la lumière, aucune particule, aucune information, rien. Et il n'y a que des photons sans masse. Donc, je vous rappelle que le photon est une particule mais qui n'a pas de masse, hein, une particularité, c'est un petit peu dur à admettre, mais c'est ça. Et il n'y a que les photons qui peuvent atteindre cette vitesse de la lumière dans le vide et dans l'air. Voilà les choses très importantes. Alors, avant de regarder un petit peu ce qu'a fait Einstein pour arriver à tout ça, au niveau du vocabulaire qu'on va utiliser, c'est très important en relativité. Il y a plusieurs référentiels, il y en a deux, donc il va falloir utiliser du vocabulaire précis pour comprendre ce dont on parle. Donc, ce qu'on va faire là, ça va essayer d'expliquer la relativité, mais la relativité de quoi? Du temps. Et c'est ça qui est nouveau. Jusque-là, le temps était absolu. Il n'y avait pas de variation de temps quand on changeait de référentiel. Là, ça va être le cas. Donc, on parle également, mais attention au mot dilatation, hein, on parle également de dilatation des durées. Donc, on va essayer d'expliquer pourquoi. Alors, pour ça, on va définir déjà, en relativité, on parle d'événement. Alors, c'est quoi un événement? C'est un phénomène, hein, comme dans la vie de tous les jours, qui est repéré par une position et une date dans un référentiel donné. Donc, dans un référentiel choisi, on parle d'événement
ça va être une position, donc un point par exemple, et une date. Il va y avoir deux référentiels qui vont nous intéresser. Pour ces deux événements, donc pour deux événements qu'on va regarder, on va parler du référentiel propre. C'est le référentiel dans lequel les deux événements sont au même endroit. D'accord? Vous allez voir tout de suite avec des exemples, hein, ça passe mieux. Donc référentiel propre, c'est là où les deux événements ont lieu au même endroit. Et dans ce référentiel propre, le temps qui s'écoule entre les deux événements, on va l'appeler la durée propre ou le temps propre. D'accord? Les deux termes sont utilisés. D'accord? Donc le temps propre, ce sera le temps, la durée entre les deux événements dans le référentiel propre, mesuré dans ce référentiel. On va tout de suite voir des exemples. La durée mesurée, ça va être, ou temps mesuré, donc il n'y a pas de nom particulier, on parle de mesurer, ça sera la durée entre les deux événements, mais dans le référentiel qui n'est pas le référentiel propre, donc dans un autre référentiel que le référentiel qu'on a appelé le référentiel propre. D'accord? Donc on va voir tout de suite un exemple. Alors, comment Einstein en est arrivé là? Alors, comme beaucoup de physiciens, quand on ne peut pas faire les expériences, on fait des expériences de pensée. Et Einstein, il a beaucoup travaillé avec des expériences de pensée. Il a imaginé des expériences sans les faire en vrai. Et de ces expériences imaginées dans sa tête, il est arrivé à des conclusions. Et c'est ça qui est quand même assez fort. Il y en a qui disent même que Einstein se voyait chevaucher un cheval de lumière ou un faisceau lumineux. Enfin bon, c'est assez... C'est assez fou comment ça fonctionnait dans sa tête. Donc, il a pensé à une expérience, vous allez voir, en fait, toute simple, hein, au final, pas très compliquée. Faisons intervenir la lumière et vous allez voir, c'est imparable, évidemment, avec cette expérience de pensée. Alors, on va prendre deux points de vue différents. Oui, il y a deux référentiels. Donc, on va prendre un véhicule, ici représenté par mon rectangle, qui va à une vitesse v par rapport au sol. Donc, référentiel, vous voyez là, le sol, hein, hop, hop, par rapport au référentiel terrestre. Dans ce véhicule, on a une personne qu'on va appeler, c'est son nom, mobile, qui pose au sol une source d'éclairs lumineux. Donc, vous imaginez quelque chose quand on voit des éclairs lumineux, hein, d'accord, régulièrement. Et il place au plafond un miroir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand il allume la source, la lumière va être projetée sur le miroir, va se réfléchir, redescendre, hop, hop, et voilà. D'accord? Bon, je pense que là, jusque-là, il n'y a pas de problème. Et alors, il va chronométrer. Alors, on imagine, hein, c'est là où c'est une expérience de pensée, parce qu'il faut pouvoir le faire, chronométrer le temps mis par un éclair pour effectuer un aller-retour. Alors, c'est ça qu'on n'a pas de chronomètre, hein, on parle de chronomètre suffisamment précis pour le faire à l'heure actuelle, mais c'est une expérience de pensée, donc on s'en fiche. Donc, il va chronométrer le temps pour faire un aller-retour. Évidemment, la lumière se propage avec une célérité c, qui convient par rapport à sa théorie, par rapport à son postulat. Cette célérité va être constante. Ok? Donc, c'est la valeur qu'on a vue plus haut. Alors, quels sont les deux événements? Donc, j'ai parlé d'événements qui vont être étudiés ici. Alors, les deux événements, il va y avoir déjà l'émission de l'éclair lumineux, tchac, et deuxième événement, réception de l'éclair lumineux. D'accord? Donc, premier événement, émission de l'éclair. Deuxième événement, réception de l'éclair. Qu'est-ce que vous remarquez? L'émission et la réception de l'éclair vont se faire au même endroit. D'accord? Au même endroit ici, dans ce référentiel. OK? Parce que dans ce référentiel-là, donc le référentiel de la voiture, la source d'éclair lumineux est fixe. D'accord? Donc, réception, émission de l'éclair au même endroit. Donc, cette voiture ici sera le référentiel qu'on appelle propre. Puisque c'est dans ce référentiel que les deux événements qu'on va étudier se font au même endroit. D'accord? Donc, le référentiel de mobile est-il le référentiel propre? La réponse est oui, parce que le référentiel de mobile, c'est la voiture. Mobile est fixe par rapport à la voiture et il va regarder ce qui se passe. Donc, c'est le référentiel propre. Comment s'appelle du coup la durée delta T0 mesurée par mobile? Donc mobile va mesurer la durée d'un aller-retour dans son référentiel. D'accord? Donc dans le référentiel propre. Donc cette durée delta T0 s'appelle la durée propre ou le temps propre. Les deux peuvent être utilisés. D'accord? On continue. On nous demande d'exprimer la hauteur h en fonction de c, donc la vitesse de la lumière, et de la durée delta T0 du parcours aller-retour.
Alors, je vais remettre évidemment le schéma. Donc, on veut la durée H. Alors, qu'est-ce qui se passe entre la durée d'un aller-retour? C'est pour faire un aller et un retour. D'accord? Ça va être delta T0. Quelle est la distance parcourue pendant cet aller-retour? H plus H. Donc, la durée parcourue pendant delta T0, c'est 2H. Donc, là, on va utiliser la formule bien connue. Alors, je vais la réécrire. Hein. La formule que vous connaissez, c'est la vitesse égale la distance parcourue sur le temps. Alors, évidemment, ici, ça devient quoi? La vitesse, c'est de la lumière. Donc, c'est C qui est considérée comme invariante, constante. Ce sera la distance. Alors, on vient de dire qu'un aller-retour, c'était 2H sur le temps. Donc, delta T, 0. D'accord? Donc, puisqu'on nous demande d'exprimer H, je vais sortir le H ici. Ça me fait H égale delta T0 fois C. Donc, C fois delta T0. Et je veux que une fois H. Donc, je divise par 2. Donc, voilà l'expression de H en fonction de la durée propre, delta T0, et de la vitesse de la lumière. Bon, j'espère que jusque-là, ça va. Donc, ça, c'est dans le référentiel propre de la voiture. Donc, c'est ce qui se passe dans le référentiel de la voiture. On continue avec évidemment le deuxième point de vue. Donc, quelqu'un qui ne serait pas dans la voiture, mais qui regarderait ce qui se passe. Donc, le second point de vue. On prend un observateur qui est sur le sol et qui va regarder. Alors là, évidemment, voilà, c'est la voiture, mais qui avance. Donc, il observe l'expérience réalisée par Mobile tout à l'heure et il mesure la durée. Donc, lui, il va mesurer, il va chronométrer vu depuis la Terre. La durée qu'il va mesurer s'appelle delta T. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, ici, vous aviez la source d'éclair lumineux au départ, d'accord? Et comme la voiture avance, Fix a vu avancer la source d'éclair lumineux et elle est venue ici, d'accord? Donc, pour la lumière, voilà son trajet. C'est assez logique d'imaginer ça comme ça. C'est-à-dire que la lumière a été émise par rapport à Fix ici et elle a été réceptionnée ici. Donc là, vous remarquez que les deux événements, émission de la lumière et réception de la lumière, ne se font pas au même endroit dans ce référentiel-là. Donc, vu depuis la Terre. Donc, dans le référentiel terrestre ici. Donc, on vous demande comment s'appelle le référentiel de Fix ainsi que la durée delta T mesurée par Fix. Alors, c'est le référentiel terrestre, on est d'accord? Donc ça, pas de problème. Et c'est l'autre référentiel, c'est-à-dire que ça n'est pas le référentiel propre, c'est l'autre. Et delta T, comment elle s'appelle? C'est la durée mesurée dans l'autre référentiel que le référentiel propre. Donc on appelle ça la durée mesurée ou temps mesuré. D'accord? Jusque-là, bon, il n'y a pas de problème. Alors, en utilisant le postulat d'Einstein, je rappelle, c'est invariante. En gros, c'est ça. Expliquer sans faire de calcul pourquoi la durée du parcours mesuré par Fix est supérieure à celle mesurée par Mobile. Donc là, on nous dit de montrer, d'expliquer simplement pourquoi delta T sera supérieur à delta T 0. C'est-à-dire que lui, il va chronométrer la durée qu'a mis la lumière pour faire ça, et il va forcément trouver une durée plus grande que Mobile qui va mesurer pour faire ça. Alors, c'est assez facile à comprendre. Ici, on voit que la distance parcourue par la lumière, c'est 2H. Ici, alors H, il serait où? Il serait ici. D'accord? On voit tout de suite, il n'y a pas besoin de faire de calcul, que cette distance, elle est plus grande que H. Que cette distance, elle est plus grande que H. Donc, cette distance-là sera supérieure à 2H. Donc, ici, la distance parcourue par la lumière dans ce référentiel est plus grande que la distance parcourue par la lumière dans le référentiel de la voiture. Donc, sans faire de calcul, on sait que delta T sera supérieur à delta T0. Car la distance parcourue dans ce par rapport à ce référentiel-là, la distance parcourue est plus grande que la distance parcourue dans le référentiel de la voiture qui est 2H. D'accord? Alors, on va le montrer, ne vous inquiétez pas. Alors, du coup, on va essayer de faire le lien entre la durée propre, delta T0, tac, et la durée mesurée, delta T. Et essayer de montrer ça, en fait, par le calcul. Alors, pour Fix,
Donc, on est dans ce référentiel-là. Quelle est la distance D parcourue par le véhicule pendant delta t? Alors, je vais me remettre ici. D'accord? On a la voiture qui avance à la vitesse V. Et on a fixe, il est là. D'accord? Fixe, il est là. Donc, la voiture, elle aura parcouru quelle distance pendant delta t? On a V, c'est la distance parcourue sur le temps. Et le temps, c'est delta t qu'on veut. D'accord? Donc, ce sera quoi la distance parcourue par la voiture pendant delta t? Ce sera la vitesse de la voiture fois delta t. Donc, pendant delta t, voilà, le D, ce sera la vitesse de la voiture fois delta t. D'accord? Donc, quand vous êtes dans le référentiel terrestre fixe par rapport à la Terre, que vous voyez la voiture avancer, la voiture aura avancé de la distance petit d pendant la durée delta t. Alors, on va noter D'. Il ne faut pas perdre le fil. On a noté D', la distance que la lumière a parcourue vue par fixe. Donc, c'est ça. On part de là, on fait ça et ça. Cette distance-là, c'est D'. D'accord? On vous demande d'exprimer D' en fonction de la distance dm. Alors, on voit qu'en fait, D', c'est ce que je viens de vous dire, c'est dm plus ma, avec les points ici, on a donné des noms à des points, D, M et A. Donc, ça fait dm plus ma. Or, ma, c'est la même chose que dm. D'accord? C'est symétrique ici. Donc, du coup, ça nous fait 2 dm. J'espère que ça va. On continue. En utilisant le théorème de Pythagore, en déduire D' au carré en fonction de H, tac tac, de V, donc la vitesse de la voiture, et de delta t, le temps mesuré par fixe dans le référentiel terrestre. Alors, on va utiliser Pythagore. Déjà, on va utiliser Pythagore dans ce rectangle-là. Donc, il nous faut un triangle rectangle. On est là. Qu'est-ce qu'on a ici? Cette distance-là, c'est petit h. OK? C'est quoi cette distance-là? Hop, cette distance-là, vu que dA, c'est la distance petit d. Ah oui, pourquoi c'est la distance petit d? Parce que pendant le temps delta t, la voiture, elle s'est déplacée de petit d. Donc, ma source d'éclair lumineuse, elle était là au départ. Et la voiture s'est déplacée. Pendant la durée delta t, elle s'est déplacée de cette distance-là. Donc, la source d'éclair lumineux est maintenant ici. Donc, la distance parcourue ici par la voiture, c'est bien petit d. Et donc, comme tout est symétrique ici, évidemment, ici, on a la distance d sur 2. OK? Et ici, on a quoi, là? dm, ce sera quoi? D'après ce qu'on a ici, ça veut dire que dm, c'est d' sur 2. Donc, ça veut dire qu'ici, on a d' sur 2. Alors, que nous dit Pythagore? Il nous dit que h au carré plus d sur 2 au carré égale d' sur 2 au carré. Donc, h au carré plus d sur 2 au... J'ai fait des bêtises. C'est plus... Alors, je vais effacer. Hop, je me suis trompée. Top, on efface tout. Donc, ça fait h carré plus d sur 2 au carré égale d' sur 2 au carré. Voilà, donc d' sur 2 au carré sur 2 au carré. Donc ça devient h carré plus, je développe d carré sur 2 au carré, donc d carré sur 4, égale d' carré sur 4. Alors, on veut d' carré en fonction du reste. Donc, ça fait d' carré égale h carré. Donc, on fait passer le 4 de l'autre côté. Donc, ça va faire 4 facteur de h carré plus d carré sur 4. Donc, on arrive à 4h au carré plus 4 sur 4, ça s'en va, plus d au carré. Donc, on arrive à ça pour d' au carré. D'accord? Alors, nous, on ne veut pas en fonction de d, mais on veut en fonction de h, donc ça, c'est bon, et v et delta t. Or, on a vu plus haut que d, c'était v fois delta t.
Donc du coup, d' carré égale 4h au carré plus, alors d au carré, bah, c'est v fois delta t au carré. Donc ça nous fait v carré fois delta t carré. Voilà pour d' au carré. Bon, j'espère que ça va toujours. Bon, là, c'est Pythagore. Hein. On va voir où ça nous mène, hein, tout ça. Ne vous inquiétez pas. Donc là, on est dans le référentiel terrestre, dans le référentiel fixe. Et on voit que d', donc c'est cette distance-là parcourue par la lumière dans ce par rapport à ce référentiel-là, au carré, ça nous donne cette relation-là. Alors, on voit déjà que d' carré, c'est pas 4h carré. C'est plus grand. Et on voit d'où c'est plus grand à cause de cette partie-là. Alors, on continue. Utilisez la question 2 pour montrer que d' carré est égal à c carré fois delta t0 carré plus v carré fois delta t carré. Alors la question 2, on y retourne. Qu'est-ce qu'elle nous dit la question 2? On revient dans le premier point de vue. Ben, elle nous dit que h, c'est c fois delta t0 sur 2. Ah, donc, et là on est dans le référentiel propre, c'est la durée propre, donc dans le référentiel de la voiture. Donc ça veut dire que dans mon expression ici, je vais pouvoir remplacer h par c fois delta t0 sur 2. Donc ça me donne quoi? Donc je l'ai ici. Ça me donne d' carré égale 4 fois h carré, c'est c fois delta t0 sur 2, le tout au carré. Voilà. Plus v carré, je garde, hein, v carré fois delta t carré. D'accord? Donc si je développe, ça me fait, ah bah alors 2 au carré, ça va faire 4. Donc on est à 4 fois, je développe ça au carré, ça fait c carré fois delta t0 au carré. Et je divise, bah 2 au carré, ça fait 4. Plus v carré fois delta t carré. Alors j'arrive à quoi? Le 4 va s'en aller. Et j'arrive à c carré fois delta t0 carré plus v carré fois delta t carré. Et ça pour d' au carré. Bon là on fait des calculs, hein, mais il ne faut pas perdre de vue. C c'est la vitesse de la lumière invariante. Delta t0 c'est la durée entre l'émission et la réception de la lumière mesurée dans le référentiel de la voiture, dans le référentiel propre. V c'est la vitesse de la voiture dans le référentiel terrestre. Et delta t c'est la durée entre l'émission de la lumière et la réception de la lumière dans le référentiel terrestre, mesuré par quelqu'un qui est en dehors de la voiture. Bon, j'espère que ça va toujours. Alors, on continue. D'autre part, exprimer d' en fonction de c et de delta t. Alors, bah là, c'est tout simple. D' c'est la distance parcourue par la lumière, donc de vitesse c, pendant la durée delta t. Donc là, c'est l'expression v égale d sur t. Donc c'est la vitesse de la lumière c égale quelle distance parcourue? Bah, d', c'est sa définition, hein, divisé par le temps delta t. D'accord? Donc on a d' qui vaut c fois delta t. D'accord? Donc on a la première relation ici. Hop, première relation avec d' carré. Et la deuxième relation, d' égale. Donc, on nous demande, et ça va être la relation de la relativité restreinte, en combinant ces deux résultats en fait, d'accord, montrer que delta t, donc c'est la durée mesurée dans le référentiel terrestre, égale delta t0, la durée mesurée dans le référentiel de la voiture, sur racine de 1 moins v carré sur c carré. Ça, on dit que c'est égal à gamma fois delta t0. Gamma, voilà son expression, est appelé le facteur de Lorentz. Alors, vous en avez déjà entendu parler dans la vidéo que je vous avais demandé de regarder, pardon. Et ça, vous allez voir, ça veut dire quelque chose de très important. Alors, on va le montrer mathématiquement et ensuite, on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire que delta t égale gamma fois delta t 0. Alors, on y va. On va essayer de le montrer. Alors, on a ça, d' égale c carré fois delta t0 plus v carré fois delta t carré, et d' égale c fois delta t. Donc logiquement, ce qu'on va faire, c'est remplacer, parce qu'on voit bien dans ce qu'on a à montrer, il y a v, il y a c, il y a delta t et delta t0, le d' n'apparaît plus, donc on va remplacer d' ici par c fois delta t. Alors on y va, ça nous fait d' carré, ça fait du coup c fois delta t au carré,
Donc c carré fois delta t carré égale c carré fois delta t0 carré, il ne faut pas oublier les carrés, hein, plus v carré fois delta t carré. Alors, on nous demande d'exprimer delta t en fonction du reste, d'accord? Donc, on va essayer de mettre tous les delta t d'un côté, le delta t0 de l'autre. Donc, ça nous fait delta t carré, facteur de quoi? Bah, ici, de c carré. Je fais passer v carré fois delta t carré de l'autre côté, ça fait moins v carré fois delta t carré. Donc, si je mets en facteur, ça fait facteur de c carré moins v carré. Égale, il me reste c carré fois delta t0 au carré. D'accord? Du coup, ça entraîne que delta t carré égale, je fais passer c carré moins v carré de l'autre côté, j'arrive à c carré fois delta t0 au carré, et je divise par c carré moins v carré. D'accord? Bon. Alors, on pourrait passer directement à la racine, mais on voit qu'on veut faire apparaître un facteur ici, 1 moins v carré sur c carré. Donc, on nous impose un petit peu de diviser par c carré. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je divise en haut et en bas par c carré. Alors, je vais le faire. C carré fois delta t0 carré, je divise par c carré, et je divise en bas par c carré. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça donne? Bah, c carré sur c carré, ça s'en va. Donc, il me reste delta t0 carré. Divisé par c carré sur c carré, ça fait 1, moins v carré sur c carré. Alors, on retrouve bien ce qu'on nous demandait de montrer, le 1 moins v carré sur c carré. Bon, alors, qu'est-ce qu'il reste à faire ensuite? Bon, hop, je ne vais pas l'écrire. Il suffit de passer à la racine. Donc, je passe racine carrée de delta t carré, ça fait delta t, égale racine carrée de delta t0 carré sur ça. Et donc, ça fait delta t0 divisé par la racine carrée de tout ça, 1 moins v carré sur c carré. Donc, on remontre bien l'expression de la relativité, enfin, cette expression caractéristique de la théorie de la relativité restreinte. Alors, pourquoi c'est important? Parce que ça bouleverse la notion du temps. On arrive à delta t égale gamma, donc un coefficient, fois delta t 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps mesuré dans le référentiel terrestre ici n'est pas le même que le temps mesuré dans le référentiel de la voiture. Et ça nous suggère que ce temps-là, il est supérieur au temps mesuré dans la voiture. Alors, ça voudrait dire que gamma est supérieur à 1. Alors, est-ce que vous le voyez bien que gamma est supérieur à 1? Alors, gamma, c'est 1, d'accord, divisé par 1 moins v carré sur c carré. Donc, ce gamma sera supérieur à 1 à condition que v carré sur c carré soit, lui, inférieur à 1. C'est-à-dire qu'on fait 1 moins un truc plus petit que 1. D'accord? De toute façon, sinon, ça pose un problème pour la racine. Hein. Et est-ce que c'est le cas? V carré sur c carré, v c'est la vitesse de la voiture et c la vitesse de la lumière. On a toujours v qui est inférieur à c, strictement, puisque c c'est la valeur de la vitesse la plus grande possible. Donc on a toujours v inférieur à c. Donc v carré inférieur à c carré. Donc v carré sur c carré inférieur à 1. Donc le facteur de Lorentz est toujours supérieur à 1. Donc le temps mesuré est toujours supérieur au temps propre. D'accord? Et donc ça veut dire quand même un truc fort. Ça veut dire que le temps n'est pas le même. En fonction du référentiel où vous vous trouvez, ce temps n'est pas le même. Alors vous verrez que ça marche pas pour tout. Enfin, ça marche pour tout, mais nous, on s'en rend pas compte. D'accord? Par contre, dans certaines situations, il va y avoir un gros bouleversement sur la notion du temps. En particulier, quand les vitesses, quand le gamma là, est très important. D'accord? Si le gamma est faible, bon, pas grand-chose. Si par contre le gamma est important, on a un delta t qui va être beaucoup plus grand que le delta t0. Et là, la question, c'est à quelles conditions le gamma est très grand. Le gamma est très grand si... en fait, le gamma va être très grand si votre v carré sur c carré ici n'est pas très... Si votre v carré sur c carré n'est pas proche de 0. D'accord? Dans ce cas-là, vous allez avoir un coefficient qui ne va pas être proche de 1. Si votre gamma il est égal à 1,
bah, delta t et delta t0, c'est les mêmes. Donc, pas de bouleversement. Et à quelles conditions gamma est égal à 1? Bah, si v carré sur c carré, c'est proche de 0. Et à quelles conditions c'est proche de 0? Bah, si v est très petit devant c. Donc, si la voiture, elle va à une vitesse très faible, négligeable devant c. Ce qui est le cas ici, quand vous avez une voiture à 20 km/h, à 30 km/h ou même 100 km/h, c'est tout petit par rapport aux 300 000 km par seconde de la lumière. D'accord ? Par contre, si on commence à avoir des vitesses de véhicules qui se rapprochent, dans l'utopie, hein, d'une vitesse de la lumière, là, on va avoir autre chose. Notre gamma va être plus important. Et dans ce cas-là, bah, on aura une différence très importante entre delta t et delta t0. Alors, on vous demande de justifier le fait qu'on parle de dilatation des durées, bah, parce que delta t est plus grand que delta t0. D'accord ? Donc, du coup, bah, le temps est plus long, mesuré dans le référentiel terrestre, est plus long que dans le référentiel de la voiture. Donc, à savoir, la durée propre est toujours plus petite, enfin inférieure, pardon. Donc, ouais, j'ai pas lu la fin de la phrase. Donc, elle est toujours plus petite, elle est toujours inférieure à la durée mesurée. Donc, retenez que delta t0 est inférieur à delta t ou que delta t est supérieur à delta t0, comme vous voulez. Alors, après, au niveau de, je vous ai mis des liens que vous pourrez avoir sur le PDF hein, pour une animation récapitulative, une petite redémonstration pour le facteur de Lorentz. Vous pouvez revoir la démonstration pour le calcul du facteur de Lorentz. Donc du coup, au final, au niveau du bilan de ce que vous avez à savoir, c'est que en relativité restreinte, le temps n'est plus absolu mais relatif. Il dépend du référentiel d'étude. Donc c'est ça qui est très nouveau. Donc avec la photo ici, enfin le dessin, on a une fusée. Alors oui, parce qu'on a dit, il faut des véhicules qui vont relativement vite. Une fusée à la vitesse v. Ici, le personnage vous dit la durée propre de ma sieste a été de 5 minutes. Et quelqu'un vu depuis la Terre a mesuré une durée beaucoup plus longue pour la sieste. D'où les horloges que vous avez en relativité. Souvent, il y a des horloges qui sont dessinées pour montrer que le temps n'est pas le même. Donc, la durée de la sieste mesurée dans le référentiel, l'autre référentiel, est plus longue que la durée de la sieste mesurée dans le référentiel propre, qui aurait été là où le personnage est au même endroit, c'est-à-dire la fusée. Ensuite, donc on aura toujours un référentiel R et un référentiel propre, d'accord, qu'on peut noter RP. Et il faut absolument, pour parler de relativité, que le référentiel propre soit en mouvement par rapport à l'autre référentiel. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien qui se passe, d'accord? Donc il faut qu'il y ait mouvement d'un référentiel par rapport à l'autre. Dans ce cas-là, si on s'intéresse à deux événements, il faut s'intéresser à deux événements et la durée entre ces deux événements. La durée delta t mesurée dans le référentiel l'autre référentiel, va être plus grande que la durée mesurée dans le référentiel propre, delta t 0. L'expression qui, au bac, n'était pas exigible, hein, mais vous avez vu, on peut la redémontrer, mais elle vous était redonnée à l'écrit. Le delta t égale gamma fois delta t0, avec gamma le facteur de Lorentz qui est ici. Alors ce qu'il faut faire, c'est surtout savoir s'en servir de cette expression pour retrouver une valeur de delta t, une valeur de delta t0 ou une valeur de V, pourquoi pas, ça pourrait être utilisé pour ça. Dans cette expression, les durées sont en secondes, unité du système international. Gamma, alors gamma a-t-il une unité? Alors il n'en a pas, pourquoi? Parce que là on a une vitesse sur une vitesse, donc mètre par seconde sur mètre par seconde, ça s'en va, donc pas d'unité, pas d'unité, pas d'unité. Donc le coefficient de dilatation des durées, appelé coefficient de Lorentz, n'a pas d'unité. V, c'est la vitesse du référentiel propre, d'accord, dans le référentiel, dans l'autre référentiel, et C, c'est la vitesse de la lumière invariante qui ne change pas en mètres par seconde, et voilà sa valeur exacte connue aujourd'hui, d'accord. Ce qu'il faut retenir, c'est que le gamma, il est toujours supérieur à 1, parce que rien ne va plus vite que la lumière, et donc la durée mesurée est toujours plus grande que la durée propre. Toujours. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a dilatation des durées pour un objet qui est en mouvement du point de vue d'un observateur fixe. Mais attention, on le verra tout à la fin, il ne faut pas que ce gamma soit égal à 1. Si le gamma est égal à 1, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de dilatation des durées et c'est ce qui nous arrive souvent, nous, dans le référentiel terrestre, quand on étudie le mouvement d'un train, d'une voiture, etc. Là, il n'y a plus
de dilatation des durées. Elles sont négligeables, évidemment. Donc voilà, j'espère que ça va. C'est pas évident, hein, d'accord, mais c'est important d'avoir ces notions-là parce que c'est quand même assez fort tout ça. Donc, je vais vous demander, on va s'arrêter là pour la vidéo, je vais vous demander par contre d'essayer tout seul d'étudier 2 situations relativistes pour essayer de mettre à profit ce qu'on vient de voir. En considérant, hein, vous considérez que cette expression, vous l'avez, hein, elle est dans le cours, vous avez le droit de vous en servir. Donc, la première situation, c'est comment les muons peuvent-ils nous atteindre? Alors, ça a été d'ailleurs une des preuves de la théorie, enfin, une des expériences qui va dans le sens de la théorie de la relativité restreinte, qui montre, bah oui, que ça marche bien, en tout cas. Donc, vous essayez tout seul de bien lire, de bien analyser l'énoncé. Et deuxième exercice que je vous propose, c'est une histoire de GPS. Donc, on a besoin de la relativité, en tout cas d'en tenir compte quand on utilise des GPS et les satellites GPS. Donc, essayez de faire cet exercice-là également. Voilà, je vous souhaite bon courage.